Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Markets, émission qui a lieu tous les matins à 10 heures en live avec moi-même, Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 janvier. Nous avons vécu un mois de janvier historique en cette année 2016. Nous avons commencé par un début de mois où les indices sont allés jusque plus de moins 10%. La Chine a même perdu sur son indice jusqu'à 25%. Donc c'est un mois très important, très spécial. Heureusement, depuis 8 jours, la BCE, puis la Fed, puis la BOJ, la Banque du Japon, ont été accommodantes. Cela a commencé jeudi dernier avec Mario Draghi qui a dit qu'un QE supplémentaire serait possible. Ça a continué avec la Fed qui a été plus accommodante que d'habitude et qui était donc moins agressive sur sa politique de hausse de taux. Et ça a continué encore ce matin avec la BOJ qui n'a pas augmenté son quantitative easing mais qui a décidé de mettre des taux en négatif à moins 0,10% afin de faire rebaisser le yen. Nous avons donc 3 banques centrales qui de nouveau ont montré leur soutien au marché, qui ont permis aux indices de remonter. Le pétrole, lui aussi, a repris des couleurs, grâce d'une part à ce soutien-là et à de l'appétit pour le risque, mais aussi à des rumeurs de la Russie avec l'Arabie Saoudite qui ont été démenties par la suite. Malgré tout, le pétrole se tient bien. Donc voilà, nous sommes dans un environnement de marché très spécial. Nous sommes vendredi, c'est la fin de la semaine et on a cet après-midi une statistique majeure. On va donc avoir de la volatilité, on pourrait donc avoir du danger. Il va donc falloir faire attention. Pour moi, si vous voulez, cette séance n'est potentiellement pas une séance de trading, c'est une séance extrêmement importante d'un point de vue analytique, car la clôture de la séance va être la clôture de la semaine et la clôture de la semaine va être la clôture du mois. Est-ce que les opérateurs vont décider, soutenus par les banquiers centraux, de reprendre de l'appétit pour le risque, de casser la résistance des 4400 sur le CAC 40 et de redémarrer en direction des plus hauts annuels, ou est-ce qu'au contraire les chiffres de croissance aux États-Unis vont faire peur aux investisseurs qui vont décider de nouveau de vendre malgré les soutiens des banquiers centraux? Telle est la question en suspens, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. On a vu ces dernières séances des stratégies possibles sur les indices, sur le pétrole, elles ont toutes fonctionné, les objectifs ont été atteints à la hausse, nous sommes désormais sous résistance, attentistes, avant une statistique majeure, et ce n'est donc pas le moment de faire des paris lorsqu'il s'agit d'investissements boursiers. Voilà, bonjour à tous, très content de vous retrouver pour cette dernière matinale de la semaine et nous allons passer maintenant aux actualités. Comme tous les matins, avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation ainsi qu'un avertissement sur les CFD, je vous laisse en prendre note. Comme d'habitude, n'hésitez pas avec la fonction du chat et des questions-réponses à me poser des questions sur les marchés ou sur certains actifs et je ferai de mon mieux pour y répondre. Dans cette matinale, nous voyons ensemble les dernières news, les résultats, les décalages de marché. On regarde le calendrier économique du jour et de la veille, puis on passe en revue des actifs sur la plateforme et bien évidemment, comme je viens de le dire, je répondrai à vos questions. Cette nuit, le Nikkei a pris 2,8%, le Shanghai Composite a pris 3,1%, notamment grâce à un fort rebond du pétrole et de l'appétit pour le risque en général, mais bien évidemment et en grande partie grâce à l'intervention de la Banque du Japon qui était attendue au tournant. La BOJ a en effet mis ses taux en négatif. Et donc, c'est vraiment une... Il y a 8 jours exactement, 8 jours, Kuruda disait qu'il n'userait pas de taux négatifs. 8 jours plus tard, il les a utilisés. On voit bien à quel point les banquiers centraux ne nous donnent pas vraiment de ligne directrice. On se demande si les banquiers centraux savent eux-mêmes ce qu'ils font. Rappelez-vous que ces dernières années, nombreux banquiers centraux nous ont expliqué qu'entre le QE japonais et le QE américain, c'était un petit peu des centres d'études pour voir si ça fonctionnait ou pas, mais on ne savait pas vraiment si ça allait fonctionner.
Cette semaine aussi, et pour que le Shanghai Composite remonte, la Chine a réalisé un record d'injection de cash pour stabiliser le yuan, pour stabiliser ses marchés boursiers. L'indice chinois a perdu jusque 25% depuis le début de l'année. Il est en train de revenir sur ses plus bas d'il y a 4 ans. Si vous regardez le Shanghai Composite, en fait, à long terme, vous voyez que pendant 4-5 ans, il n'a pas bougé, qu'en 2014-15, il a commencé à s'envoler, et puis qu'il est en train de redescendre de là où il est venu. C'est le principe des bulles. Les bulles, c'est impressionnant, ça monte très vite, très fort, mais quand ça retombe, c'est le cas également. Amazon a publié hier des résultats et rate le consensus. La société perd 13% après bourse. Il faut quand même se rendre compte, si vous voulez, qu'Amazon, c'est de la grande distribution. C'est une société qui fait des marges microscopiques. Si demain, il y a une récession aux États-Unis, Amazon verra ses résultats plomber énormément. Malgré tout, l'optimisme des opérateurs et les bons résultats d'Amazon ces derniers trimestres ont fait que le titre a littéralement explosé à la hausse. Il a plus que doublé en plus d'un an. Donc voilà, on approche potentiellement d'un retournement de cycle économique aux États-Unis. On voit que les résultats d'entreprise se détériorent et Amazon en est l'exemple parfait. En parallèle, Microsoft a publié et c'était un petit peu meilleur que les attentes. Donc on était en hausse après bourse, mais pas de 13% comme Amazon, c'était pas aussi violent. Concernant les résultats d'entreprises américains, il y a 78% des entreprises qui publient un résultat supérieur aux attentes, puisque les attentes étaient relativement faibles. Quand on prend la moyenne des résultats pour le moment, on constate qu'il y a une baisse de 2% dans ces résultats, et donc on a à court terme une récession qui se montre à travers les résultats d'entreprises, récession qui devra par la suite se confirmer aux États-Unis par de nombreuses statistiques économiques. En tous les cas, on est en train de mettre de nombreuses pièces du puzzle en place pour une situation bien particulière de retournement de cycle économique que l'on connaît bien, puisque tout comme les cycles boursiers, cela fonctionne depuis 50 ans. Au niveau des entreprises, Airbus annonce la vente de 3 A380, donc en plus de ceux qui ont été potentiellement vendus à l'Iran. Airbus avait déjà un carnet de commandes bien fourni. Là, cela confirme la bonne tenue de la société et le fait que la 380 pourra être vendue à certaines compagnies. Donc c'est un bon point pour Airbus qui, contrairement à Boeing qui a perdu pied et qui a perdu 10% avant-hier, contrairement à Boeing, Airbus tient le choc pour le moment. Il faut quand même se rappeler que Airbus a vu son cours passer de 10 à 70 euros ces 4 dernières années et que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Concernant Morel & Prom, c'est une société donc dans le pétrole, parapétrolière, et la société a fait état d'un chiffre d'affaires en baisse de 50%, donc forte baisse du chiffre d'affaires. Néanmoins, ce chiffre était attendu et la société fait tout ce qu'elle peut pour se restructurer. Donc tout n'est pas perdu, notamment en plus de cela, nous venons de toucher un point bas de court terme. Je n'ai pas dit que c'était un point bas extrême, mais nous venons de toucher un point bas de court terme sur le pétrole. Quant à JC Deco, la société a publié une croissance de chiffre d'affaires annuelle supérieure à ses prévisions. Elle fait donc mieux que prévu et c'était la plus forte hausse sur le marché actions ce matin. Concernant les statistiques passées, il y a une baisse de 1,2 des commandes de biens durables aux USA et c'était les commandes core. Quand on les prend hors commandes core, eh bien on se rend compte que les commandes de biens durables étaient en baisse de 5% aux États-Unis. C'est un chiffre énorme et c'est un chiffre qui abonde dans le sens d'une possible récession à terme aux États-Unis. Les chiffres du logement US étaient eux aussi inférieurs aux attentes. Concernant les stocks de gaz naturel, ils sont ressortis en baisse. Donc ça, c'était positif pour la hausse, mais ils sont sortis un tout petit peu inférieurs aux attentes. Malgré tout, le marché a salué cette baisse des stocks et le gaz a repris de la hauteur. Il a pris, je crois, 7% depuis la zone dans laquelle nous en avons parlé. Enfin, la BOJ use de taux négatifs pour faire rebaisser le yen. Je vous en ai parlé. La BOJ a déjà tenté d'acheter tout ce qu'elle pouvait sur le marché action. Elle a déjà fait du quantitative easing. Donc là, elle s'essaye au taux négatif. La dernière banque centrale à avoir fait ça, c'était la BNS. Et cela ne lui avait pas réussi. Nous verrons bien ce qu'il en est pour la BOJ. Ce jour, à 11h, on aura l'inflation en zone euro. C'est un chiffre d'importance. Il est peut-être aussi important que le PIB américain de cet après-midi, puisque ce chiffre de l'inflation nous donne des pistes sur
les possibles augmentations ou non du quantitative easing européen. À 14h30, donc, on aura le PIB US. Le PIB US, le précédent était à 2%. Celui-là est attendu à plus 0,8%. Et nous verrons bien ce que cela donne. En même temps, à 14h30, nous aurons la publication du PIB canadien. Est-ce que le chiffre du PIB américain de cet après-midi va confirmer une possible mise en place d'une récession aux États-Unis, ou est-ce que ce chiffre, au contraire, va nous montrer que les États-Unis sont toujours bel et bien dans la partie et que la croissance reste forte? Je n'en ai absolument aucune idée. Mais le pire dans cette histoire, le pire, et pour tout à fait être franc avec vous, c'est que plus que de ne pas savoir si le chiffre va être bon ou pas, je ne sais absolument pas comment le chiffre va être interprété. En effet, si le PIB ressort meilleur qu'attendu, ça plaide pour une bonne croissance, une bonne dynamique US, et ça plaide donc pour une hausse de taux aux États-Unis. Donc potentiellement, ça peut faire monter le dollar, mais ça pourrait peser sur les indices. À moins que les Américains, patriotes qu'ils sont, si le chiffre est bon, ne puissent s'empêcher de payer leur indice et de ne le faire clôturer dans le vert si le chiffre est supérieur aux attentes. Il est très complexe, ces dernières séances, d'appréhender les chiffres économiques clés comme le PIB américain, parce que, justement, est-ce qu'on doit lire bon chiffre hausse, mauvais chiffre baisse, ou est-ce qu'on doit lire bon chiffre hausse de taux et donc pression, ou mauvais chiffre pas de hausse de taux et donc stabilisation? Elle est là la difficulté, et c'est pour cela que j'invite à la prudence. On n'est pas là pour jouer aux devinettes, on n'est pas là pour anticiper, et on n'est pas là pour prendre des risques à 2-3 heures d'une statistique majeure aux États-Unis. Alors après, bien évidemment, et comme je vous l'ai expliqué hier et avant-hier, pour quelqu'un qui aurait acheté sur le 440 en bas du canal et qui voudrait viser 4470 ou 4600, cette personne a un plan de trading. Elle a tenu en bas, on est remonté, on a fait un pullback, elle a remonté son stop, on est remonté, on est redescendu sur le pullback, elle a remonté son stop. Et aujourd'hui, si ça casse, elle est contente, elle se laisse courir, et puis si ça retombe, elle coupe sa position, on est en fin de semaine et elle encaisse. Ça, c'est un plan possible. Mais hormis le fait que depuis le début de la semaine que je suis rentré de vacances et qu'on a repris ce suivi des marchés où je vous ai dit que le marché était plutôt acheteur et donc que les banquiers centraux étaient en soutien et donc qu'on devrait retourner vers les résistances, ça c'est quelque chose qui était anticipable et c'était une analyse de ma part. Voilà, j'analysais les supports, les résistances, les réactions de marché, et puis il y avait du potentiel de hausse dans le canal baissier. Là, au cours actuel, on a un gap baissier sous les pieds, on a une résistance clé au-dessus de la tête, on a un haut de canal qui passe juste au-dessus des plus hauts du jour, on a une statistique américaine cet après-midi d'importance. Franchement, nous verrons bien. Ce que j'espère, c'est que sur le pétrole, comme sur l'euro, comme sur le 440, nous allons avoir des signaux qui nous seront donnés. Soit des signaux d'échec puissants et cuisants, soit des signaux de passage en force et d'appétit pour le risque, soutenus par potentiellement des bons chiffres et ou des banquiers centraux donc, qui sont en soutien, comme on vient de le répéter. Donc en fait, cette séance, c'est une séance de surveillance, d'analyse, d'attentisme. On verra les chiffres, on verra comment le marché réagit, on verra surtout non pas comment le marché réagit dans les 5 minutes après la statistique, mais comment on clôture ce soir. On verra comment ça impacte la clôture journalière, hebdomadaire et mensuelle. On en prendra note et cela devrait nous donner des éléments de réponse afin de pouvoir opérer des stratégies dès lundi matin. Donc sur le 440, le support il est à 4330, c'est l'oblique qui passe par tous les plus bas que je vous ai montré hier. La résistance elle est à 4400. Si le marché veut enfoncer le clou avec l'appétit pour le risque, on attaque 4400, on accélère au-dessus, on se retrouve à 4470. Si au contraire le marché ne veut pas en savoir plus, qu'on ne casse pas 4400, il y a toutes les chances qu'on aille combler le gap à 4330 en attendant de voir la suite.
Regardons un petit peu ce qui s'est passé au Japon. Donc, un peu comme aux États-Unis, au Japon, la semaine dernière, on s'était fait peur sur le support de moyen-long terme. C'était le support des 16 500 points. On a même fait une mèche à 16 000. Et donc, vous voyez que grâce à la décision de la BOJ de mettre les taux en négatif, eh bien, le Nikkei a pu remonter cette nuit, a pu confirmer une cassure de la MM20 journalière et a pu confirmer une clôture hebdomadaire haussière. Ce sont ceux-là les signaux dont je vous parle en cours de clôture journalière, hebdomadaire et mensuelle, car finir ainsi sur la dernière séance du mois, ça donne des indications de volonté haussière pour le mois prochain. Quand on regarde donc le FTSE, lui, il est relativement neutre. Le FTSE, en fait, est bloqué sous les 6000, 6020 points. L'Eurostoxx, lui, il bloque sous les 3050, 55 points. Le CAC 40 sous les 4400 points. Le DAX sous les 9800 points. D'ailleurs, vous noterez que le DAX est un petit peu moins punchy. C'est même 9900 points sous lesquels il bloque. Le DAX est à 150 points, soit 1,5% de ses plus hauts de la semaine, alors que le CAC 40 est à 25 points, soit un demi% de ses plus hauts de la semaine. Le DAX se sous-performe donc de 1% par rapport à ses homologues européens. Il est moins punchy. Néanmoins, notez que le DAX reste relativement propre. Lundi, on a fait une consolidation. Mardi, on a touché un support, on a fermé un gap et on a donné un signal haussier. Mercredi, suivant ce signal haussier, on a fait un nouveau plus haut, mais les prises de bénéfices ont fait retomber les cours. Hier, c'était vraiment une séance particulière car malgré un pétrole haussier, on a eu une baisse des cours. Néanmoins, vous pourrez remarquer que cette baisse des cours s'est faite sur les plus bas de la semaine qui ont tenu, qui ont relancé. Et la clôture du DAX hier s'est faite où? Elle s'est faite pile poil au-dessus du canal. Donc c'était peut-être une sorte de double pullback sur le canal baissier cassé avant une possible stabilisation ou une hausse. Nous verrons ce soir. Il faudrait que le DAX casse les 9800, son cours d'ouverture, pour accélérer vers 9900. Et au-dessus de 9900, ce serait les 10 120 points qui seraient en visée. Pour l'instant, il y a de l'appétit pour le risque. Il y a eu des gaps haussiers. Mais cet après-midi, il y a un chiffre économique qui peut faire basculer à la hausse comme à la baisse. Voilà, donc difficile de faire des prévisions dans ces cas-là. Quand on regarde le marché action, qu'est-ce qu'on peut constater? Donc on peut constater qu'il y a des thématiques. Hier, vous aviez hausse des parapétrolières et pétrolières et baisse des biotechnologies. Aujourd'hui, c'est plus par rapport aux publications ou à oui, aux publications en général. Nicox, il y avait une petite annonce qui a fait remonter le titre de 5%. JCDecaux a publié des très bons résultats et monte. Total Gabon était en retard et donc a décollé de la zone des 120 et reprend de la hauteur grâce à la hausse du pétrole. Airbus souligne le fait d'avoir vendu des A380. Rallye est dans un rebond technique car le titre était délaissé ces dernières semaines. Ingenico, ça je ne l'ai pas regardé depuis un petit bout de temps. Elle est neutre, j'ai rien à vous dire là-dessus. Genfit stabilise. Si les indices sont en hausse, elle est en hausse. Elle a tendance à extrapoler les mouvements. Crédit Agricole et BNP et Société Générale reprennent toutes 2%. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Les bancaires sont délaissées. Elles sont baissières depuis maintenant plus de 6 mois. Elles arrivent néanmoins dans des zones de prix d'importance qu'elles essayent de ne pas casser, sous peine que le CAC 40 et que l'ensemble des indices accélèrent à la baisse. Il faut surveiller de près ces fameuses bancaires. À la baisse, CGDIM a dû probablement publier une news. Alten, c'est les résultats de l'entreprise qui n'ont pas plu comme ça. Il faudra que je regarde. On retrouve quand même Valorec à la baisse, on retrouve Technip à la baisse, donc on voit bien que c'est pas évident pour les sociétés du parapétrolier. J'ai pas grand chose à vous dire sur Action aujourd'hui parce que pour moi, il n'y a pas d'opportunité particulière sur les actions ce jour. Ce sera plus sur indices matières premières et devises que la journée va compter. Jean-Jacques me dit quelle est la clôture à prendre en compte pour le CAC 40? Est-ce plutôt 17h35 ou 22h? Jean-Jacques, pour vraiment de l'analyse qualitative, on prend le CAC Cash, on prend donc la clôture de 17h35. Après, s'il y a vraiment un mouvement extrême
jusque 22 heures, vous aurez tendance dans ces cas-là plutôt à vous baser sur l'analyse des indices américains qui, eux, vous donneront une configuration complète, si je puis dire. Dans les matières premières, voilà le gaz. Donc le gaz, on avait parlé du gaz sur la zone des 2,05, 2,08, et puis là il est à 2,23, donc les stocks de gaz sont sortis en baisse et le gaz est monté. Voilà. Alors par contre, il faut faire attention à ça. J'avais donc une oblique sur le gaz qui faisait soutien avant, qu'on avait cassé, on est en train de revenir dessous. Si on la casse et qu'on repasse au-dessus, ça peut promettre d'être très puissant et de remonter vers 2,40 très vite, soit 9% de hausse. Si ça bloque, ça bloque. En tous les cas, ceux qui ont acheté dans la zone de prix sous les 2,10, eux, sont protégés et ne peuvent pas ou plus perdre. Concernant les pétroles, pas étonnant qu'on consolide ce jour. On a atteint l'objectif. En fait, comme sur le 440, on est passé du bas de canal au haut de canal. On a même fait une mèche hier en dehors du canal, juste à 33,80, pile poil sous la résistance des 34 $, excusez-moi. Donc le pétrole est toujours baissier, le pétrole est toujours dans un canal baissier, il y a toujours des risques, mais comme on l'a vu hier, on a réagi non loin d'un support de très long terme, la hausse est violente et soutenue, elle est volatile et soutenue par des volumes, il y a en plus des rumeurs d'accords concernant le PEP ou autre, ce sera peut-être pas pour tout de suite puisque l'Arabie Saoudite dément pour le moment, mais c'est un soutien inconditionnel et à venir pour ce marché pétrolier. Il est trop tôt pour parler de points bas moyen terme, il est trop tôt pour parler de nouveaux signaux sur le pétrole. En tous les cas, une chose est sûre, il devrait être moins délaissé et moins baissier qu'il ne l'a été ces 2-3 derniers mois. J'ai écrit un papier à ce sujet qui sera en ligne cet après-midi et que je vous ferai passer via Twitter. Ce papier dit tout simplement ce que je viens de vous dire, vous dit également qu'à très long terme, on s'est approché d'une zone clé, qu'à très long terme, on pourrait de nouveau faire un nouveau plus bas sous 27 $, mais peut-être pas tout de suite, puisqu'une belle réaction a eu lieu à court terme, et donc qu'elle devrait engendrer soit un rebond technique un peu plus puissant, soit une stabilisation des cours. Il faudrait vraiment que, le pétrole sorte du canal baissier pour passer non plus baissier mais neutre, et qu'il casse les 34 $ pour pouvoir monter plus haut. Donc on a parlé du pétrole, on a parlé du gaz, il y avait aussi le blé qui m'intéressait ces dernières semaines. Le blé est en train de passer de 485 $ le boisseau à 470 et j'attends un éventuel test des 460 $ sur le blé, car le blé, depuis un an et demi, on va dire, à chaque fois qu'il touche cette zone des 450-460 $ par boisseau, il réagit favorablement. Cela pourrait donc être une nouvelle opportunité. Concernant l'or et l'argent, il y a de l'appétit pour le risque, 1 $ qui stabilise. Nous avons donc des cours de l'or qui stabilisent. Comme je vous l'ai dit, l'or profitait un petit peu de la baisse du dollar avant-hier, mais l'or n'était plus soutenu par l'aversion au risque, la peur sur les marchés. L'or est un petit peu erratique. Voilà, je trouve pas ça extrêmement attractif et facile à trader. Et puis dernière matière première dont je veux vous parler ce matin, c'est le jus d'orange. Le jus d'orange s'est repris. Magnifique hausse du jus d'orange qui prenait 6% hier. En données hebdomadaires, je vous le montre, le voici. Donc vous voyez l'année dernière, en septembre, on avait commenté cette hausse fulgurante à cause d'un parasite, d'une maladie qu'il y avait dans les plants de jus d'orange en Floride, et c'est ça qui avait fait remonter fortement les cours. Ensuite, les cours là viennent de consolider très fortement, c'est un actif qui est très volatile, il a perdu 30%, il est revenu vers les 120, et vous voyez qu'en fait, l'oblique qu'on avait utilisé l'année dernière comme oblique à dépasser pour donner un nouveau signal, eh bien on est revenu la travailler et on a clôturé pratiquement pile poil dessus. Et donc suite à la clôture sur cette oblique et à la sauvegarde de support, eh bien les cours sont repartis de plus belle, toujours aussi volatiles et puissants. Alors je ne vous cache pas que pour plus de simplicité et de propreté graphique, il serait optimum et attractif que les cours reviennent tout en bas. En tous les cas, sachez que je le suis et que je vous en tiendrai
informé. Donc voilà pour les indices, matières premières. Concernant les devises, forcément USD-Yen, GBP-Yen, Euro-Yen sont les héros du jour. Le Yen est délaissé par les opérateurs puisque désormais il faut payer pour déposer son argent en Yen. Donc les 3 paires en Yen se reprennent. L'USD-Yen, comme je vous le disais hier, devait dépasser les 118,50 pour confirmer un biais positif et se reprendre. Voilà qui est fait. Il a maintenant rebondi de 118,50 à 121. Attention néanmoins, vous l'avez tous vu, la fameuse moyenne mobile à 250 périodes dont je parlais beaucoup avant et qui a fait support à de très nombreuses reprises, fait désormais résistance. Nous avons donc là un rebond technique majeur qui s'est mis en place. On a eu une chute de 123 à 116. On a un rebond d'ampleur. J'attends de voir si on arrive à repasser au-dessus de cette moyenne mobile et à reprendre une course haussière ou si en fait ce n'était pas juste un violent rebond technique avant une reprise progressive de la baisse. Faisons attention à cela. Et puis dans les plus fortes baisses, bien évidemment, on retrouve le rouble. Enfin, l'USD rouble et l'euro rouble, donc le rouble remonte et fait baisser ces paires-là. L'USD rouble, c'est une paire dont je parle depuis 2 semaines en particulier, puisque je vous ai expliqué qu'il y avait un seuil psychologique à 80 et que tant qu'on ne clôturait pas au-dessus en données hebdomadaires, c'était potentiellement des excès à vendre au-dessus de ce seuil-là. En parallèle de cela, on avait un pétrole bas. Donc voilà, le pétrole a atteint 25-30 $, le rouble s'est repris et l'USD rouble a donc échoué sous sa résistance. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont profité, mais c'était intéressant. Je rappelle que les 3 devises corrélées au pétrole sont le rouble, la couronne norvégienne, le NOK, et le dollar canadien, le CAD. Et puis pour finir, l'euro-dollar. L'euro-dollar me laisse perplexe. L'euro-dollar est complètement neutre dans un range entre 1,08 et 1,10. On pouvait y voir un possible drapeau, et je pense qu'on peut toujours y voir un possible drapeau. J'ai mis, vous voyez, une barrière à 1,10. Parce qu'il faut faire attention, il y a des mèches sur l'euro. Donc si le dollar devait vraiment dévisser, s'il devait y avoir de l'aversion au risque, si la BCE devait être moins agressive sur son QE, que sais-je, on pourrait avoir un euro qui passerait les 1,10 en force et qui accélérerait fortement en direction des 1,14, 1,15. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un objectif théorique. On a ici une formation en drapeau, donc le mât est ici. Le mât, c'est un puissant mouvement haussier. Ensuite, on a une consolidation dans un canal baissier. Et ensuite, si on sort par le haut, potentiellement, on reprend le mouvement haussier ici, qui fait ici 540 points et 5%, et on le reporte à la sortie de la figure. Voilà, donc 540 points, ça nous donne pile poil 1,15. 1,15, c'est les plus hauts et c'est la résistance de 2015. Donc si on casse 1,10 et qu'on clôture au-dessus, velléité haussière et potentiel haussier puissant pour l'euro-dollar. A contrario, tant qu'on est dessous, ça reste neutre. Voilà, sur ce, vous l'aurez compris, le pétrole est sous résistance mais haussier, l'euro-dollar est attentiste dans son drapeau, le CAC 40 est monté depuis 6 séances mais il est baissier à moyen terme dans un canal. Nous sommes donc sur des seuils clés avec une statistique clé cet après-midi et en plus c'est une séance clé puisque c'est la clôture hebdomadaire et la clôture mensuelle. Je vous invite donc de nouveau à une grande prudence, attention à la volatilité, au slippage, au décalage de marché. Voilà, faisons en sorte d'être encore là lundi et de pouvoir mettre à profit les éventuels signaux qui nous auront été donnés ce soir en clôture. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez bien compris les enjeux de cette séance, les seuils à suivre et les dernières news. Je vous souhaite à tous une bonne séance, un bon appétit, un bon trading si vous décidez quand même de vous frotter au marché. Et puis je vous retrouve lundi avec grand plaisir à 10h du matin pour la matinale. Bonne séance à tous.